Ami Keshish, je suis directeur du programme de modernisation au sein de la mutuelle Uneo. Mon équipe a la charge de transformer les process de l'entreprise vers plus de modernisation, digitaliser les services proposés à nos clients et, par la force des choses, du coup, moderniser le poste de travail de nos collaborateurs. Uneo est une mutuelle santé et prévoyance centrée sur la santé des militaires et de leurs familles. Donc, on couvre à peu près 1,1 million de personnes protégées. Donc, c'est une mutuelle centrée autour de la santé des militaires. Il faut dire que les militaires, ils ont un statut particulier de par leur fonction, avec derrière des particularités qui ont des conséquences sur leur vie professionnelle, donc familiale, personnelle derrière. Uneo connaît très bien ces particularités-là. Il se trouve que, pour faire simple, 15% de nos collaborateurs sont soit des anciens militaires, des conjoints de militaires ou enfants de militaires. Et toute la gouvernance de la mutuelle, elle est composée d'anciens militaires. Donc, on est dans un écosystème qui fait de personnes qui connaissent très bien ces militaires. Et donc, tout le travail au quotidien, c'est de faire les meilleures offres santé, prévoyance. On s'ouvre vers l'épargne, vers d'autres solutions. Et voilà, c'est ça la particularité de la mutuelle. Uneo, c'est une mutuelle. Le secteur des mutuelles santé-prévoyance est un secteur très réglementé. Et ça crée derrière des contraintes assez fortes. Qui dit réglementation, dit conformité. Donc, c'est un secteur très processé. Ça consomme énormément de documents entrants. Ça produit énormément de documents. Tout ça est régi par des règles assez complexes. Et quand on mélange tout ça, ça fait énormément de complexité. Alors que tout l'enjeu pour nous, c'est de simplifier les services pour nos clients. Et donc, le vrai challenge pour Uneo et au-delà de ça, pour notre secteur, c'est d'avoir de la conformité et de la sécurité au meilleur niveau possible, tout en simplifiant les services pour nos clients. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, tout ça dans une équation économique qui reste assez contrainte. Donc ça, c'est pour le secteur en général. Uneo en particulier, nous avons été confrontés à la réforme de la PSC, protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Nous avons gagné l'appel d'offres pour la protection sociale complémentaire des militaires et de leurs familles, organisé par le ministère des Armées. Et donc ça, c'est d'abord une fierté, c'est aussi un sacré challenge. Et puis ça a forcément drainé énormément d'investissements, tant sur le système d'information que la formation et l'évolution de nos process. Donc le contrat a été mis en gestion, mais c'est un challenge, et un challenge de tous les jours pour être au bon niveau de nos exigences de qualité, de service pour le ministère comme pour les militaires. Moi, j'ai évolué pendant une quinzaine d'années dans le conseil pour des organismes de protection sociale. Et en 2018, j'ai rejoint Uneo, comme j'ai dit, en tant que directeur du programme de modernisation. J'ai expliqué le challenge pour mon équipe. On a été plus récemment confronté à la mise en place de cette PSC. La PSC, c'est un énorme travail derrière sur les systèmes d'information, sur toute la partie digitalisation des services. Voilà, donc ça c'était un sacré challenge. Et avant cela, j'ai travaillé sur la mise en place de tout le portail digital pour nos clients et la modernisation du poste de travail pour simplifier et unifier tous les services internes au sein d'une seule interface. Je dirais de manière générale, dans les projets de modernisation, la composante technologique est très importante. Une grande partie de notre travail tourne autour du système d'information et donc forcément la composante technologique elle est déterminante. Et de fait, on va en parler, l'IA s'est posée comme une forme d'évidence de dire il faut absolument qu'on aille explorer, voir le potentiel de cette technologie. D'une manière plus large, on a une culture d'entreprise qui favorise l'expérimentation. Donc, dès qu'il y a une technologie qui peut sembler pertinente pour nos collaborateurs internes ou pour nos adhérents, on teste. Je
pense qu'on a été quelques-uns dans l'entreprise à avoir testé comme utilisateur lambda de ChatGPT quand la techno est sortie et que voilà, le site s'est ouvert. Et on a été plusieurs à être bluffés par la qualité de la réponse. Et là, on s'était dit, d'accord, là, il y a peut-être quelque chose à tester, à voir. Mais vraiment, c'est le côté waouh. On a dit, voilà, ça, il faudrait tester. On ne peut pas ne pas essayer de voir, avec une intuition que ça pourrait avoir vraiment des applications concrètes dans notre secteur. Ça, c'est le premier aspect. Après, je parlerai pas vraiment de cailloux dans la chaussure. Pour le coup, c'était plutôt aussi de dire cette technologie, on commençait à avoir un certain buzz autour. Et donc, la question, c'est de dire testons et essayons de rétablir, entre guillemets, des vérités ou de casser certains fantasmes ou certaines angoisses surtout par rapport à, tiens, l'IA, elle va prendre la place des collaborateurs. Et donc, la meilleure chose, c'est expérimenter en toute transparence, en toute ouverture avec les collaborateurs et avoir le discours de vérité, de dire, on est là pour tester, pour voir ce qui peut être pertinent pour vous, comme pour nos adhérents. Et ça, voilà, ça c'était l'autre facette, c'est de dire comment casser un peu cette angoisse et explorer de manière sereine en disant, voilà, testons et voyons ce que ça va donner. On est parti en mode expérimentation en disant on va partir d'abord sur un petit groupe de personnes avec l'idée d'acculturer aussi la DSI, les équipes projets à l'exercice, à cette techno-là. Donc on a commencé vraiment petit. Effectivement, Mindset nous a accompagnés pour identifier un certain nombre de cas d'usage qui seraient pertinents. Et qu'on dit pertinent à l'échelle d'une expérimentation pour se dire comment cette technologie marche, comprendre le cycle de vie de cette techno dans son exploitation au quotidien, avant de se dire c'est quoi les étapes d'après. Donc on a commencé vraiment modeste et comme tu disais tout à l'heure, on était parti vraiment de la feuille blanche en disant quels sont les cas d'usage sans tout de suite partir sur des ROI ou des choses comme ça. Testons, acculturons-nous dans un temps 1. Deux critères. Le premier, c'est avoir une valeur ajoutée pertinente, concrète pour nos collaborateurs, parce qu'on a commencé par des use cases internes. Voilà, il faudrait que à la fin, la valeur ajoutée, la réponse que donne l'IA soit utile pour le collaborateur. Voilà, et ça derrière, parce que ça va favoriser l'interaction et la consommation du service au sein de l'entreprise. Et le deuxième critère, c'est de dire, est-ce que l'équipe projet a compris le cycle de vie? Est-ce qu'elle commence à se projeter sur quelque chose d'un peu plus complexe? Donc, je ne peux pas vraiment parler là pour le coup d'un critère qu'on peut objectiver, c'est plus une question d'une forme d'aisance, et de dire avec Mindset, on a trouvé une formule gagnante tous les deux de collaboration sur ce sujet pour qu'on puisse avancer après à échelle un peu plus industrielle. Le cas d'usage numéro 1 qu'on a identifié, c'était de permettre à des collaborateurs qui étaient sur des plateaux téléphoniques de répondre, en tout cas de solliciter le chatbot IA s'ils avaient une difficulté ou un doute sur la réponse à apporter à un client. Et jusqu'à maintenant, ils avaient donc accès à un corpus documentaire qui était riche, dense, des centaines et des centaines de pages qu'on actualisait très régulièrement, qui était un mélange entre des FAQ, des procédures, enfin, parfois même des modes opératoires très opérationnels, et donc et qui du coup posait une vraie difficulté quand on était avec un client direct au téléphone et qu'il fallait en quelques secondes apporter une réponse. Donc là, on s'était dit, c'est un terrain d'expérimentation tout à fait idéal. Et donc il y avait effectivement au tout début ce travail de dire comment toiletter, identifier les bons documents, comment les structurer, effectivement, pour les faire ingérer derrière par l'IA. Et ça, c'est un travail de fond qui, derrière, nous a mis le doigt sur des process
qui sont améliorées de manière en termes d'amélioration continue, hein, des choses un peu plus profondes sur nos bases documentaires et comment tout ça on doit le structurer. Je disais au départ, le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est très gourmand en documents. Donc ça produit énormément donc il y a de la réglementation. Tout ça, il faut l'expliquer aux collaborateurs. Tout ça, ça génère énormément de procédures, de modes opératoires, voilà. Et puis, à côté de ça, il faut expliquer tout ça aux clients de manière simple, ce qui n'est pas c'est pas chose aisée, facile, hein, quand on est en interaction directe avec le client. Donc, il y avait ce travail de devoir identifier le bon corpus documentaire, le toiletter et l'organiser. Et là, ça nous a permis de nous acculturer, de comprendre ce cycle de comment alimenter l'IA et de nous projeter derrière sur les phases à terme, comment on va mettre à jour et continuer à exploiter l'IA de manière plus courante. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, deuxième sujet, au cours de l'expérimentation, on a saisi l'opportunité, on va se dire, on va aller accélérer, on va travailler de manière un peu plus accélérée. On a saisi l'opportunité de dire, voilà, on venait tout juste de gagner l'appel d'offres PSC, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, la protection sociale complémentaire. Et là, au challenge d'expliquer, de donner à des collaborateurs l'information sur les plateaux téléphoniques, s'est ajouté un deuxième challenge, c'est que là, pour le coup, il y avait un matériau nouveau. Uneo est une mutuelle qui couvre les clients, les adhérents santé et prévoyance, mais à la base sur des contrats individuels. Là, on est parti sur une nouvelle échelle qui a un contrat obligatoire avec une participation employeur, un peu comme on connaît dans le secteur privé. Et là, c'était la première application pour le ministère des Armées. Et donc, tout cela a généré énormément de nouvelles règles. Et il fallait donc les intégrer, réfléchir à ces règles-là, les rédiger, et puis derrière, entrer dans cette phase d'explication, d'appropriation aux collaborateurs. Et là, on s'était dit, tiens, un deuxième usage pertinent pour l'IA, dans un laps de temps assez court. Hein, et là, l'IA, on voit l'accélération, la capacité à accélérer. Donc, on a travaillé, on avait pour le coup un corpus à construire, donc on l'a construit notamment pour le faire ingérer à l'IA. Et c'est tout à fait probant. Vraiment, on a vu. Alors, effectivement, derrière, ça nous a donné un certain nombre d'indications sur la façon dans laquelle il fallait retravailler les documents, poser les questions. Il fallait retravailler notre IA, hein, c'est tout le but de l'expérimentation, ajuster nos prompts, etc. Mais aussi la façon dans laquelle il fallait amener les collaborateurs, leur expliquer son usage et les amener petit à petit vers son utilisation. Le corpus existant était fait en mode, encore une fois, hein, on peut avoir des images, des PDF très mal structurés, des choses où c'est l'accumulation des mises à jour faites vraiment de manière entre des données très vieilles, des informations très vieilles, d'autres beaucoup plus récentes, avec des orientations, certains faits pour des commerciaux, d'autres faits plus pour la relation client, parfois pour du back-office. Là, pour la PSC, on a eu l'opportunité de les structurer différemment et de travailler la matière pour qu'elle soit pertinente pour nos formations, pour le suivi de nos collaborateurs, etc. Mais en même temps, plus facile à intégrer dans le cycle de vie de l'IA et pour la mise à jour pour la suite, quoi. Donc ça, c'était une vraie chance. De toute façon, là, on touche à la puissance de cette technologie par rapport à tous les efforts que nous, on fait de manière à échelle humaine. Encore une fois, l'exercice de mettre à jour des documents, bien entendu, il est inscrit dans nos process, bien entendu, chaque direction, chaque stakeholder de l'entreprise, il a un certain nombre d'obligations et puis c'est fait. Néanmoins, entre les évolutions réglementaires, entre des contrats historiques, entre des règles bref, il y a énormément de choses qui passent à la trappe. Et là, effectivement, l'expérimentation, les tests, entre guillemets, la recette de l'IA, elle a montré, elle a relevé ces contradictions. Et ça, c'était super utile pour pouvoir mettre d'équerre cette documentation et on continue à le faire d'ailleurs. C'était un double exercice que, pour le coup, Mindset a fait et a réussi, hein, en toute honnêteté. C'est d'abord de démystifier, d'expliquer comment tourne cette boîte noire, d'expliquer c'est quoi cette techno. Et quand je dis d'expliquer, avec cette capacité de Mindset, d'expliquer tant aux équipes techniques, ça pour moi c'est vraiment une force, qu'à des équipes métiers qui peuvent être beaucoup plus rétives et éventuellement qui viennent plutôt avec un background
je fais une recette, j'ai 100% des résultats, et là, à partir de là, je peux aller et je peux exposer ça à des clients internes ou externes. Donc, il y avait cette capacité d'expliquer la technologie. Il y avait cette capacité aussi d'expliquer comment travailler ce corpus documentaire, comment faire ce chaînage de documents, comment aller petit à petit le travailler et l'ajuster, de faire cet accompagnement dans les phases de test. Pour moi, c'est tout un ensemble où à chaque fois, donc, il y a une forme de proximité, de réactivité qui permettent de rassurer tant les techos de la bande que ceux qui sont un peu plus des techniciens du métier de l'assurance. Et pour moi, ça, c'était le combo gagnant, et en le faisant en disant, c'est une expérimentation, donc ce n'est pas grave si au final les premiers résultats ne sont pas probants. C'est l'expliquer là aussi cette techno, comment on peut ajuster, travailler les prompts, les hallucinations qu'on a eues au tout début. Je dirais que c'est le fait de pouvoir être proche des équipes, à hauteur d'homme, comme j'aime bien dire, et d'expliquer, avoir le bon langage auprès des équipes techniques comme métier, qui a permis de dire à Mindset, c'est un acteur incontournable pour nous pour continuer à avancer sur les expérimentations. Et c'est ce qui a fait la réussite derrière. La réussite en disant, j'ai confiance d'abord dans cette techno. L'accompagnement et la méthode Mindset nous a rassurés, évidemment. Elle nous a rassurés et c'était indispensable puisque les équipes, ce noyau pilote, venaient d'horizons assez différents, ils ne connaissaient pas du tout cette technologie. Et puis encore une fois, on sort des méthodes projet classiques où on fait une recette, on est à 100% sûr du premier coup, sinon on arrête et on repart en développement, etc. Donc cet accompagnement, cette transparence, ces points réguliers d'échange, c'était important pour nous. Après, on connaît Mindset, donc on savait qu'on allait avoir cette réactivité, cette proximité. Donc de toute façon, on savait que c'était la bonne méthode. Et en même temps, on a expliqué à tout le monde, à notre équipe, que c'était une expérimentation. Donc, dans une expérimentation, à un moment donné, on peut s'arrêter, on peut se poser des questions, on peut se dire « Ah, est-ce qu'on a pris le bon chemin? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir quelque chose dans notre stratégie ?» Donc, ça aussi, ça détend et ça encourage, en fait, plutôt que de dire « Ah non, on est dans une méthode, c'est quelque chose de rigide, et du coup, si on n'arrive pas à 100% du résultat escompté, on s'arrête tout de suite. » Donc, Mindset, pour le coup, a réussi à être, réactive dans la proximité et l'échange, à expliquer cette technologie, à nous accompagner, parce qu'encore une fois, on n'avait pas une méthode toute définie pour dire comment exploiter l'IA, mais en même temps, à jouer la simplicité de dire c'est une expérimentation, donc on peut ici se tromper, on peut ajuster le tir. Pour moi, c'est tout ça qui fait la force de l'accompagnement. Dans un temps 1, on a commencé à ce POC-là, pour rappeler, on a commencé par les plateaux téléphoniques. Donc là, on parle de quelque chose autour de 50, 70 collaborateurs. Voilà. C'était ça le vivier. Et puis après, un temps 2, on a dit tiens, il y a la PSC qui va arriver, et là, il fallait élargir le champ. Et donc, quand on a élargi le champ, là, pour le coup, on a ajouté à cela une centaine de conseillers commerciaux qui avaient un gros travail d'accompagnement sur le terrain et qui, pour le coup, qui étaient preneurs de comprendre cette PSC et qui avaient régulièrement des questions. Et puis, à un temps 3, on a dit, tiens, maintenant, on a fiabilisé et on voulait pousser plus loin. Et là, dans toute franchise, on l'a ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise. On a dit, de toute façon, OK, évidemment, c'est essentiellement donc les personnes qui sont en front office, que ce soit des conseillers clientèle ou des conseillers commerciaux, que ce soit derrière, on a ouvert aussi au back-office, mais on voulait aller encore plus loin en disant on ouvre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. L'idée, c'était de dire ce n'est pas un fantasme l'IA. L'IA, c'est une technologie qui est très utile pour vous en interne comme pour nos clients. Et donc, testez-la, voyez l'intérêt. Et encore une fois, en disant aux collaborateurs qui étaient au noyau de départ, faites la promotion, puisque maintenant vous avez validé l'intérêt, la pertinence au quotidien. Faites la promotion autour de vous. Et donc, on a ouvert à 600 collaborateurs. Voilà. Le suivi de l'utilisation de l'IA est un sujet clé pour nous. Aujourd'hui, nous avons parmi les équipes, il y a des personnes en charge de l'amélioration continue et qui donc sont notamment en charge du suivi de l'utilisation du chatbot. Donc, nous avons des indicateurs de suivi que nous partageons avec les managers, que ce soit le top management ou le middle management de l'entreprise, de manière très régulière. Et puis,
Donc, effectivement, il y a des équipes qui l'utilisent de manière très, très dense, hein, les plateformes, le plateau téléphonique, les commerciaux. Les gestionnaires, là aussi, petit à petit, ils ont commencé à s'approprier l'utilisation de cet outil-là sur des questions un peu plus techniques, mais là aussi où l'IA est tout à fait probante. Et puis, en parallèle, ce qu'on fait, c'est nous examinons ces questions. Nous voyons les situations où l'IA n'a pas bien répondu. Nous avons aussi des remontées de collaborateurs, hein, le petit pouce vers le bas qui permet de dire « Ah, là, j'ai un doute par rapport à la réponse ». Donc, tout cela, nous l'examinons de manière très sérieuse pour soit ajuster notre corpus, soit signaler des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, j'en sais rien, si je veux une question sur un remboursement, j'écris pas homéopathie. Je peux poser une question dans le cadre de la PSC, est-ce que l'homéopathie est prise en charge? Là, l'IA répond. Si je balance juste un mot comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y avait aussi des piqûres de rappel régulières. Et puis, il y a des encouragements. Alors, nous insistons auprès du middle management pour féliciter les collaborateurs qui l'utilisent. Parce que là aussi, il ne s'agit pas là non plus de stigmatiser ceux qui ne l'utilisent pas. Mais on a incité des collabs qui l'utilisent souvent à faire des partages d'expériences perso, disant voilà pourquoi j'utilise, voilà comment elle est utile, que ce soit sur le plateau téléphonique ou en back-office de gestion. Et puis l'autre composante importante pour que ça continue à être utilisé, c'est la mise à jour. Donc effectivement, nous continuons, nous suivons les questions, nous voyons ce qui va un peu moins. Et puis on sait très bien que la réglementation continue de bouger. En fin d'année, on a d'autres questions qui arrivent. C'est au moment de la révision de nos barèmes, etc. Donc, c'est très important pour nous de continuer à l'alimenter. Et puis, nous surveillons toutes les questions nouvelles, hein, les points auxquels on ne s'attendait pas, pour ajuster ce corpus. Donc, ce travail-là, forcément, derrière, ça incite, ça rassure le collaborateur pour dire j'ai une réponse qui est tout à fait pertinente par rapport au contexte et à l'instant T. Et puis, deux, ça incite les autres à dire tiens, je vais l'utiliser. Voilà. Donc, c'est l'amélioration continue, c'est vraiment clé pour continuer à ce que l'IA ne soit pas juste un phénomène de mode, et puis après, ça retombe quand un certain nombre de gadgets. Ce n'est pas un gadget, c'est vraiment un game changer que nous utilisons de manière très, très sérieuse et que nous pensons déterminante pour la suite. Le fait que la technologie de l'IA soit tout à fait pertinente, ça, on avait validé très vite, hein, mais derrière, qu'elle puisse, pour l'ensemble, en tout cas pour les process majeurs de l'entreprise, être intégrée dans le fonctionnement. Là, pour nous, il y avait une composante déterminante, c'est que ce que j'appelle le middle management. Donc, ces managers comprennent, s'approprient cette technologie-là, puisque c'est eux qui sont en contact direct des collaborateurs au jour le jour. C'est eux qui sont la première ligne pour dire, tiens, est-ce que le travail de mes collaborateurs, il est conforme, il n'est pas conforme à un certain nombre de process. C'est à eux qu'incombe souvent la tâche de mettre à jour le corpus, de se projeter sur les procédures de leurs collaborateurs. Donc, le fait de leur montrer le gain de temps qu'il y a derrière en utilisant cette technologie et la puissance de calcul. Enfin, on a d'autres cas d'usage. Hein, on a démontré la pertinence de la technologie. Ça derrière, ça génère une meilleure appropriation par le middle management, qui pour moi le facteur vraiment déterminant pour que l'IA ne passe d'un simple outil imposé par une équipe projet ou une DSI à quelque chose qui est un outil d'entreprise et que ça entre dans la culture de l'entreprise. L'ouverture de l'IA à nos adhérents depuis leur espace personnel était une idée qu'on avait depuis un certain temps. On avait déjà un chatbot classique qui, vous savez, vous le voyez souvent sur les sites où on pose une question, il nous répond en disant préciser, il nous donne des sous-catégories ou comme une sorte d'arbre de décision. Et puis, dès qu'on essayait d'aller sur quelque chose d'un peu plus particulier, on revenait avec les mêmes réponses. Donc, on avait un chatbot, mais qui était la plupart du temps assez frustrant dans son usage. Et donc, on savait qu'il fallait aussi améliorer. Il était sollicité, on voyait qu'il y avait des sollicitations. Et de manière générale, nous, on a fait le pari du digital très tôt chez Uneo. Et pour mon équipe, c'était déterminant de donner à un adhérent l'autonomie pour pouvoir gérer son contrat, comprendre son contrat et ne pas être dépendant d'un service client ou d'un plateau téléphonique. Donc l'idée de pouvoir mettre à disposition de l'information, c'était quelque chose qui faisait partie dès le départ des fonctionnalités clés de cet espace personnel qu'on appelle nous le portail. Donc voilà, donc on avait ce besoin de départ. Là, le fait que
ChatGPT ait pu, en tout cas la technologie GPT a pu produire un effet tout à fait positif auprès de nos collaborateurs, nous a encouragé à dire que c'est le moment de faire cette évolution de notre chatbot auprès de nos clients. Alors, comme je disais tout à l'heure, nos collaborateurs, ils étaient confrontés à l'arrivée de la PSC, qui était quelque chose de tout à fait nouveau. Je dirais peu ou prou pour la moitié de notre portefeuille client, le ministère des Armées, pareil, ils ont eu cette nouveauté. Donc, ils sont passés de contrats individuels à un contrat souscrit par leur employeur, le ministère des Armées. Avec tout ce que ça apporte comme changement d'habitude d'une clientèle qui avait ses habitudes en termes de couverture, de façon d'ajouter leurs ayants droit, de pouvoir s'adresser, toute la gestion d'un contrat santé classique, vers quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a eu un effort évident de l'autre côté, comme du côté du ministère, d'expliquer les nouveautés de la PSC auprès de la population militaire, mais bon, cela n'est absolument pas suffisant. Donc il se trouve que l'année 2025, c'était une année où on voyait un certain nombre de questions remonter via notre espace personnel ou au téléphone, qui étaient vraiment des questions de compréhension de ce que c'est qu'un contrat, de ses couvertures. Et très vite, on s'était dit, mais effectivement, il y a peut-être des particularités, je vais revenir sur l'aspect un peu personnel ou les questions un peu particulières que nos adhérents nous posent, mais peu ou prou, sur le fonctionnement, on retombe sur des questions tout à fait classiques que nos collaborateurs nous ont posées par rapport au fonctionnement de la PSC. Donc, ça nous a rassurés sur le fait qu'une bonne partie, enfin quasiment tout le corpus documentaire qu'on a fait ingérer, qu'on a travaillé, il était tout à fait capable de répondre à une bonne partie de ces questions. Bien entendu, il fallait l'adapter et l'ajuster. Quand je dis l'ajuster, pour nous, c'était important aussi que le chatbot soit capable d'indiquer, de répondre à la question de l'adhérent, notamment en lui indiquant l'acte de self-care quand il était disponible directement dans l'espace personnel. Plutôt de dire, voilà, donc, je ne sais pas, je souhaite ajouter mon enfant à mon contrat, ça c'est une fonctionnalité tout à fait classique dans notre espace personnel. Peut-être qu'on a face à nous un adhérent nouveau dans la mutuelle qui ne connaissait pas Uneo ou quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de la PSC. Et donc pour nous, le chatbot, il fallait évidemment qu'il soit capable de dire « voilà, je vous explique et je vous donne le lien direct vers la bonne page pour que vous puissiez faire directement l'acte de self-care ». Donc il fallait faire des ajustements. Bien entendu, il n'est pas capable de répondre à toutes les questions. On ajuste le corpus, mais il n'est pas capable de traiter des cas très personnels. Et c'était une volonté dès le départ. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, on s'est limité à travailler un corpus documentaire qu'on a toiletté, dont on a enlevé tout élément un peu confidentiel, que ce soit entre guillemets de secrets de fabrication ou des secrets un peu commerciaux. On a évidemment travaillé, fait en sorte qu'on n'exploite aucune donnée personnelle de nos adhérents. Ça, c'était évident pour nous, pour des questions de sécurité évidentes. Donc voilà, donc tout cela, il fallait aussi l'ajuster par rapport à une utilisation à plus grande échelle. Et quand je dis l'ajuster, c'est typiquement, on est amené régulièrement à avoir des adhérents qui nous écrivent dans le chat un certain nombre d'informations personnelles. Donc, c'était important aussi, derrière, dans la façon dans laquelle nous, on stockait ces informations, les récupérer. Tu as parlé tout à l'heure de notre utilisation du système Microsoft, qui nous permettait, là aussi, de garantir que nos données restent cloisonnées à échelle d'Uneo, que ça ne se propage pas ailleurs, que ça ne parte pas ailleurs. Ça, pour nous, c'était évident. Donc voilà, donc il y avait un certain nombre d'ajustements à faire pour que l'expérience client soit à la hauteur de l'expérience de nos collaborateurs. Encore une fois, l'amélioration continue est très importante. Nous continuons à surveiller l'utilisation. Après, de manière un peu plus si je dézoome un peu, donc là, on rentrait dans un projet un peu plus classique où des dimensions techniques, métiers, UX, etc. étaient importantes. Donc là, on sort d'une expérimentation de la validation à quelque chose de plus large, où il fallait, et là où Mindset aussi a été déterminant, accompagner la DSI dans la maîtrise du cycle de vie. Donc là, je parle de l'ensemble des couches IT,
de cette technologie-là, et puis derrière, de pouvoir travailler l'industrialisation de la mise à jour des documents, tout ce travail d'identification des bons documents, de travail de suivi. Enfin, on rentre dans quelque chose de plus industriel. Voilà, donc un projet beaucoup plus classique. On est toujours dans une phase d'observation. Le service, nous l'avons lancé au mois de septembre. Nous continuons à observer les interactions. On a des idées pour la suite, pour améliorer rendre encore plus efficace, plus pertinent l'utilisation. Mais clairement, je considère que la tendance est tout à fait positive. Les réponses sont probantes, la qualité de la réponse, elle est toujours constante. Même parfois des questions très particulières, on a une IA qui arrive à ne pas inventer une réponse, ce qui est quand même la tentation, ce qu'on a vu dans une IA, l'incapacité à dire « je ne sais pas ». Donc ça reste tout à fait maîtrisé. Et même dans les retours qu'on a des clients, on a très peu de retours négatifs pour le coup. Le deuxième POC IA qu'on a réalisé avec Mindset consistait à exploiter tous les enregistrements audio qu'on a des conversations avec notre plateau téléphonique avec nos adhérents. Donc, nous recevons énormément d'appels. On a évidemment un patrimoine d'enregistrements audio assez important. Et la question, c'est de dire comment exploiter cette matière vivante. On a forcément des clients qui s'expriment, certains sont contents, d'autres mécontents. On a une interaction avec un collaborateur, comment il traite la demande du client, comment ça se passe la conversation. On voulait comprendre ça. Donc il y avait ce travail, et pour le coup, on revient sur la puissance de l'IA. Seule une technologie aussi puissante en termes de calcul était capable de travailler une data aussi importante, et puis derrière, de pouvoir, la retranscrire, exploiter ces retranscriptions dans des catégories objectives, factualiser en disant derrière qu'est-ce qu'on peut en tirer comme objet de conversation entre nos adhérents et nos collaborateurs, quelle était derrière l'attitude du collaborateur, est-ce qu'il était empathique, est-ce qu'il a réussi à comprendre, comment était la réaction à la fin de notre client, et d'entrer dans quelque chose d'un peu plus objectif et massif en même temps, avec l'idée qu'on a derrière, c'est de dire aujourd'hui, pour améliorer notre service client, donc on fait de la double écoute, évidemment, il y a beaucoup de suivi, de coaching, voilà, des personnes présentes sur le plateau téléphonique pour écouter, orienter, prendre les appels difficiles, etc., etc. Néanmoins, ça reste du qualitatif, de l'ordre du ressenti. Alors, on peut dire, voilà, nous estimons que nous avons une très bonne relation client et voilà les grandes thématiques du moment. Donc ça, on a régulièrement des points avec les responsables des plateaux téléphoniques pour savoir quels sont les motifs d'appel du moment et comment ça se passe. Mais ça reste quali, ça reste l'appréciation du manager par rapport à la performance de son équipe et par rapport aux transactions qu'il a du moment. Là, on est entré dans quelque chose de beaucoup plus factuel, beaucoup plus massif, et qui peut valider ou invalider un certain nombre de choses. J'allais dire des idées reçues, c'est pas vraiment ça, mais un certain nombre d'informations qu'on avait qui étaient de l'ordre de l'appréciation à un instant T d'un manager sur un plateau, sur un site qu'on a. On a différents sites de différents plateaux téléphoniques, etc. Donc voilà, on est entré dans quelque chose de plus factuel et donc derrière une capacité à en tirer plus d'enseignements. On reçoit entre 1500 et 2500, enfin ça dépend vraiment des phases, d'appels par jour. Donc un appel, ça peut durer entre 5 à 7 minutes, 5 minutes. Il y a des appels qui sont plus lents pour des situations plus particulières. C'est du coup une data très importante, avec une diversité de questions, de situations. Bien entendu, les thématiques sont classiques. On nous appelle par rapport à une gestion de contrat, des remboursements, des situations particulières, voilà. Mais derrière, quand on veut entrer un peu plus finement dans le détail, aujourd'hui, les moyens qu'on a on fait de l'échantillonnage, et donc le résultat est toujours approximatif. Là, on a changé de dimension. Nous, on entraîne nos
collaborateurs, ils sont formés régulièrement, il y a un suivi. Mais on revient entre une matière assurantielle qui est assez froide, un contrat, un remboursement de facture, et puis des situations humaines qui sont voilà, particulières par définition. Tout ça dans un contexte, comme on a dit, on est très attentif, nous, à maîtriser tous les aspects, toutes les particularités de la condition militaire. Et donc, quand on est sur un militaire ou la famille d'un militaire, forcément, nous savons qu'il y a des choses particulières et pour nous, c'est déterminant que l'adhérent, quand il nous appelle ou quand la famille ou le conjoint appelle, qu'il voit que Uneo est capable d'apporter une réponse qui soit différenciée par rapport à la réponse d'un assureur lambda. J'ai rien contre les autres assureurs mutuels, mais voilà, nous sommes un assureur fait bâti autour des militaires et de leur famille. Donc derrière, il y avait le besoin pour nous d'abord de valider, de comprendre les motifs d'appel. Quand on dit les motifs, en sortant des catégories générales que j'ai listées tout à l'heure, pour entrer sur quelque chose un peu plus fin, de dire comment le collaborateur peut prendre en charge cet appel-là, la posture, l'aspect professionnel de la réponse, la précision de la réponse, le langage utilisé, et puis après, comment l'adhérent, ou quand j'ai l'adhérent ou ses ayants droit, ils ont perçu cette qualité-là. Et derrière, voir, détecter s'il n'y a pas des thématiques ou des domaines auxquels on ne s'attendait pas qui reviennent. Parce qu'encore une fois, on pense que les gens nous appellent par rapport à une particularité dans leur contrat, par rapport à une procédure particulière, dans une démarche de remboursement ou autre, une difficulté, un retard, imaginons des choses comme ça. Eh ben, on peut être surpris par les sujets qui peuvent arriver. Et d'une manière générale, quand ça nous remontait avant, on disait « tiens, c'est anecdotique ». Bon, voilà, encore une fois, l'échantillonnage, ça c'est le biais de l'échantillonnage. Là, on a pu systématiser les choses. Et derrière, donc ce matériau qu'on a objectivé, qu'on a catégorisé, organisé, on l'a mis à disposition du management des plateaux téléphoniques et puis des personnes qui sont responsables de l'amélioration continue pour dire, OK, comment nous allons retravailler soit des process chez nous, parce qu'on voit que la question revient et que là, c'est un pain point pour notre client, soit dans la démarche de formation des collaborateurs, il y a un aspect qui n'est pas clair, il faut qu'on le retravaille, il faut qu'on le muscle. Voilà, donc c'est vraiment un sujet d'amélioration derrière, soit de l'expérience de nos clients, soit de la formation et du bagage qu'on donne à nos collaborateurs. À ce stade, on est dans une phase où on se dit on a un chatbot qui est exposé dans notre portail, qui est utilisé. C'est très important pour nous de continuer à observer ces interactions-là, mais on veut aller un cran plus loin. Pour le coup, on aimerait vraiment pousser, encourager l'utilisation de ce chatbot et voir est-ce qu'il est capable d'apporter des réponses un peu plus fines, soit sur donc l'écosystème, tout le self-care qui existe, soit par rapport à des questions de niveau 1. Donc en fait, on va essayer de systématiser le niveau 1 de réponse pour quand un adhérent sollicite Uneo, fait un message. On voudrait tester un rôle de l'IA qui va apporter systématiquement une réponse de niveau 1 à toutes les questions. En parallèle du chatbot aujourd'hui, on a un canal d'échange où des adhérents nous écrivent, nous envoient des messages directement depuis leur espace. Et là, on voudrait coupler les deux, l'usage de l'IA avec cette fonctionnalité de messagerie sécurisée, pour se dire, on va faire en sorte que l'IA apporte un niveau 1 de réponse. Et si ça répond à la sollicitation de l'adhérent, tant mieux. S'il a besoin d'interagir avec un collaborateur, on pousse le message vers les collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons en ce moment même avec Mindset, et c'est vraiment quelque chose que nous sommes attentifs aux résultats, de voir, parce que là, on pousse un peu plus, on systématise quasiment l'interaction entre adhérents et chat pour le voir. Donc, on est attentif à voir, à ajuster les réponses, à voir comment ça va réagir, et ajuster évidemment si nécessaire. Et puis derrière, le temps de voir comment l'IA va intégrer ou impacter d'autres processus, ça va venir courant 2026. On va prendre le temps de la réflexion pour voir comment, à échelle plus industrielle, on peut l'intégrer. À ce stade, on n'a pas encore ouvert d'autres réflexions. Le point pour nous le plus important, c'est de dire on a déjà un certain nombre de cas d'usage, on a commencé par le POC, on les a élargis. L'appropriation est importante. Il y a eu l'enthousiasme du départ
quand les collaborateurs ont vu que l'IA était capable d'apporter des réponses, notamment sur l'échelle de la PSC, là on rentre dans l'échelle de la consolidation, la phase de la consolidation. Dire, là maintenant, il faudrait que ça soit partie intégrante de la culture de l'entreprise. Donc ça demande un peu de temps. Et donc quand on dit un peu de temps, continuer à travailler nos corpus documentaires, continuer à voir c'est quoi les pain points. Et dans un temps 2, on va voir comment on élargit à d'autres échelles. Pour le stade, pour le moment, on n'a pas encore démarré cette partie-là. Je vais insister sur un point qui pour moi était déterminant dans la réussite de l'accompagnement mindset, c'est la capacité de parler à toutes les parties prenantes de projet. Et quand je dis toutes les parties, y compris dans les couches basses du système d'information, où des sachants projet, des chefs de projet classiques ont beaucoup moins cette culture, ou l'inverse, on peut avoir des chefs de projet techniques, mais qui n'ont pas du tout la capacité d'interlocution avec des interlocuteurs, avec des acteurs métiers. Donc là, pour le coup, le mindset a réussi à trouver cette combo, à cette capacité d'interlocution qui, pour moi, est déterminante, notamment sur des technologies naissantes où le sujet au départ, c'était de démystifier, de casser, de faire tomber les fantasmes, mais dans un temps 2 très vite, d'intégrer, d'avoir une certaine acculturation, une maîtrise. Donc maîtriser, ça passe aussi par la maîtrise pour les différentes parties prenantes du système d'information du Néo. Donc ça, c'est pour moi, c'est clé et c'est déterminant. Premier point. Maintenant, en quelques mots, moi je dirais la transparence, la réactivité, pour moi, et la maîtrise technologique. Il y a quand même un fond, un socle. Hein. On parle quand même à des sachants, à des gens qui maîtrisaient, qui ont réussi à démystifier, à nous expliquer, et puis après à faire monter en puissance l'utilisation de cette techno. Mais avec la transparence de dire, OK, il y a des étapes d'expérimentation, on peut avoir des erreurs, il y a des ajustements à faire. Et puis la réactivité et la proximité de dire, on est au cœur de l'équipe projet, on travaille en proximité, notamment avec la DSI. Et ça, c'est clé et déterminant. Encore une fois, pour que le projet se passe de la manière la plus lisse, quand je dis projet, que ce soit expérimentation ou quelque chose à échelle plus large. Moi, je n'ai pas d'anecdote, mais j'avais vraiment l'agréable surprise de dire comment des personnes, là je parle plutôt côté métier, qui étaient plutôt prudentes, rétives, l'idée qu'une IA était capable d'apporter une réponse à des collaborateurs dans des situations où ils sont au téléphone ou dans des situations d'apprentissage, en disant bah non, s'il y a une erreur, comment je fais? Il va forcément y avoir des erreurs, des hallucinations. Comment les mêmes personnes, au bout de l'expérimentation, sont devenues les premières ambassadrices de cette technologie, et puisque c'est des sachantes métiers, il y avait une forme de crédibilité dans ce qu'elle apportait, leur témoignage et leur rapport auprès des autres collaborateurs. C'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'accélérer l'appropriation, et on revient sur la culture de l'entreprise. Ça se fait aussi quand ces sachants, qui sont un peu plus classiques, conservateurs dans leur façon de leur approche, quand ils arrivent à épouser ce genre de technologie, derrière c'est déterminant. Et c'est là aussi où mindset, pour moi, c'était déterminant, parce que je parlais tout à l'heure d'une approche à hauteur d'homme. Mindset a pu avoir cette approche à hauteur d'homme, notamment auprès de sachants comme ça, qui étaient rétifs à ce genre de technologie. Et donc de sortir de ces cases où on a d'un côté des consultants ou du conseil tournés vers le système d'information et d'autres un peu plus métiers. Là, il y avait un combo tout à fait gagnant, quoi.